Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous. On va commencer aujourd'hui, comme chaque jour, par notre rubrique Bien dans son job. La négociation, un levier de productivité pour tous les secteurs, pas uniquement, vous verrez, des secteurs marchands. On en parle avec l'entreprise Nera, spécialisée justement sur la négociation. Smart et réglo, ne pas oublier, ça concerne tous les chefs d'entreprise, ne pas oublier les obligations de formation professionnelle avant juin 2021. On a parfois tendance à oublier de remplir ces documents. La pause café, les CV les plus originaux. Oui, Fanny Griesmer a fouillé sur la toile et elle nous a sorti, comme on dit, des pépites. Ce sont des CV qui ont attiré l'attention, ou pas d'ailleurs, des recruteurs. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien. On parle de la bienveillance en entreprise. Qu'est-ce que veut dire ce mot exactement? C'est le monde des bisounours ou c'est une éthique, une manière d'aborder la relation à l'autre? C'est un sujet philosophique et qui concerne d'ailleurs des millions de salariés et des milliers de managers. On fait le point dans notre débat dans quelques instants. Et puis fenêtre sur l'emploi, on focus sur un réseau social, c'est pas LinkedIn, mais c'est Link Out à destination de ceux qui justement n'ont pas de réseaux sociaux et qui cherchent un emploi. On fera le point avec ce réseau Link Out. Voilà le programme. On commence tout de suite par Bien dans son job. On va négocier serré. Bien dans son job. Pour être bien dans son job, il faut parfois savoir négocier et atteindre ses objectifs, parce que la négo, c'est aussi ça, c'est évidemment pouvoir avoir gain de cause. On en parle avec Julien Pellabert. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Alors, je ne veux pas rentrer avec vous dans un jeu de négo, parce que vous êtes le fondateur de l'Institut de négociation et de recherche appliquée Nera, fondé en 2016. C'est un sujet passionnant, la négociation, parce qu'on a eu pas mal d'acteurs de la négociation. Vous vous êtes spécialisé sur la négociation, sur la formation, évidemment, on va en parler avec vous, le e-learning, puisque vous êtes passé évidemment comme toutes les entreprises à distance. D'abord, pour commencer, c'est quoi la négociation? Et pour être précis, vous me disiez en préparant l'émission que ça ne concernait pas que les secteurs marchands, parce qu'on pense tout de suite aux commerciaux, ça c'est classique, mais en fait c'est beaucoup plus vaste que ça, la négociation. Tout à fait. La négociation, c'est un mode de décision qui est partagé avec quelqu'un qui peut vous dire non. Donc à partir du moment où vous êtes dans une interaction humaine et que vous avez une phrase de type « j'aimerais que » ou vous attendez un oui, vous êtes en négociation. On négocie en moyenne 80% de son temps. C'est des décisions qui sont prises en interaction avec d'autres personnes qui peuvent nous dire non. Le manager, son objectif, c'est de fédérer derrière une vision un collectif qui peut lui dire non. Il négocie tout le temps. Donc c'est... Un père de famille négocie avec son enfant. Vous n'en parlez pas. Mais non, mais on est en égo tout le temps. Ah, un père de famille, tout à fait. À partir du moment où on est sur une interaction sociale et qu'on attend quelque chose de quelqu'un, on est en négociation. Ça veut dire que la réflexion que vous menez est très globale et qu'elle se concentre principalement sur ce qui se passe dans notre cerveau. Oui. Il y a quand même les mots partent de notre cerveau et il faut trouver quoi? La bonne formule, le bon rythme, la bonne posture, le bon regard. Comment ça marche? Alors là, on est déjà sur de la technique. Mais il y a déjà une intention, oui. C'est de prendre en considération l'autre. Tout à l'heure, vous parliez de bienveillance, c'est comment est-ce qu'on l'intègre dans l'équation de la décision, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il se sente à l'aise, puisque nous, on part d'un postulat qui est assez simple, c'est que l'être humain fait des choses qui font sens pour lui. Donc avant d'avoir des opportunités, comment est-ce qu'on peut être soi-même une opportunité pour l'autre ? Et comment est-ce qu'on peut l'aider là-dessus à solutionner son problème et comment on peut l'accompagner. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on souhaite dans la négociation. Alors c'est intéressant parce que vous formez des top managers, des hauts potentiels dans des très grandes entreprises. Vous avez des clients éminents, je pense à Total notamment, mais pas que lui. Puis vous me disiez que tout doucement, le spectre de la négociation s'ouvrait à des secteurs qui n'étaient pas des secteurs marchands. Qu'est-ce qu'elles recherchent, ces institutions qui sont éminentes? Je crois qu'il y a le ministère de la Défense, il y a des... Oui. Qu'est-ce qu'ils recherchent là, dans ce cas-là? Il n'y a rien à vendre? Il n'y a rien à vendre. Et c'est bien pour ça que la négociation, c'est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de dire non. C'est des gens qui sont en interaction avec d'autres publics. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être en interne, et qui vont vouloir travailler non pas que cette partie marchande, c'est-à-dire de marge ou de volume, qui est extrêmement important pour beaucoup d'entreprises, mais on peut parler de productivité. Parce que la créativité ou l'innovation dans une entreprise, c'est quoi? C'est que la capacité à encadrer un conflit. Un conflit, c'est un désaccord qui est exprimé ou non exprimé. À partir du moment où on n'est pas d'accord, Arnaud, comment est-ce que vous voyez les choses? Comme ça. Mais je ne le vois pas comme ça.
on va devenir créatif, on va innover. Mais cette saine disputation n'est que cette capacité à encadrer le conflit et à générer de nouvelles idées. Donc ça veut dire qu'il faut accepter ce frottement. Il faut accepter qu'il y ait effectivement un point de vue en désaccord. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'une idée est rare qu'elle n'a pas de sens. S'il y a 2 ans, je vous avais dit, Arnaud, vous savez, dans 2 ans, la France, on aura tous des masques dans la rue. Vous auriez dit que j'étais fou. Et pourtant, c'est la réalité. C'est pas parce qu'une idée est rare qu'elle n'a pas de sens. Il faut encadrer le conflit, il faut prendre en considération la parole de d'autres, et ça va permettre la créativité, l'innovation. Mais on peut parler de qualité de vie au travail, de QVT, de risques psychosociaux. En encadrant le conflit, on diminue l'agressivité, on diminue l'absentéisme, les RPS, on permet une meilleure communication entre services, donc de productivité indirecte. C'est intéressant, dans notre échange, on a commencé à parler de la négociation, et dans vos mots, vous avez introduit le mot conflit. Oui. Il y a 2 branches de la négociation. Il y a la négociation commerciale, on va essayer de vendre un produit, trouver le bon argument, convaincre. Oui. Et puis là, vous évoquiez le conflit, c'est-à-dire c'est un face-à-face entre 2 personnes qui ne sont pas d'accord. C'est la même famille, c'est de la négo dans tous les cas. On va essayer de vendre une idée. Donc ou imposer son idée, ou convaincre que c'est la bonne idée. Mais si on essaye de convaincre, on a vaincre, qui veut dire gagner contre, et con, c'est un préfixe intensif en latin qui veut dire de manière plus importante. Je vous explique à quel point vous avez tort, Arnaud, et à quel point j'ai raison. Et là, votre cerveau, je sais comment il va fonctionner, ça vous fait rire, parce que vous savez que vous allez dire « Attends 2 secondes de finir ta phrase, Julien, je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai raison et pourquoi toi tu as tort. » Forcément, je suis défensif. Et bien, de ça, il n'y a rien de très positif qui va sortir. On pourrait avoir un accord commercial, mais à quel prix ? C'est pas ça qui va nous sublimer. Là, par exemple, la confiance, qui est un sujet, vous parlez de bienveillance tout à l'heure, est un sujet important, mais elle est importante, mais elle n'est pas obligatoire. Regardez la Chine et les États-Unis. Ce sont les 2 pays qui commercent le plus au monde en valeur et en volume. Est-ce que vous pensez que les Chinois font confiance aux Américains et inversement ? J'en suis pas persuadé. Non, par contre, à partir du moment où on est en capacité d'encadrer le conflit, d'avoir de la confiance ou de ne pas vouloir convaincre, on pourrait avoir des accords de bien meilleure qualité. Et c'est ça notre travail, c'est d'accompagner les entreprises là-dessus. Quelques mots sur NERA, parce que votre force, c'est évidemment les techniques de négociation dans tous les domaines, on vient de l'évoquer, commerciaux, pas commerciaux, services marchands, non marchands. Vous avez aussi une envie de vous entourer des meilleurs. Ça, c'est important d'avoir dans tous les domaines les meilleurs. Oui, on a de la chance, on est entouré de personnes qui sont passionnées comme nous, et on a créé, vous en parliez tout à l'heure, un parcours de e-learning sur 67 jours. On est les seuls à avoir fait ça en France, qui est une formation qui est certifiante, qui est reconnue par l'État et qui est en plus 100% prise en charge par le CPF, le compte personnel de formation. C'est-à-dire qu'on a 99% de nos apprenants qui ont un reste à charge à 0 €, c'est gratuit. Et là-dessus, on a 12 des meilleurs négociateurs français. On a l'ancien chef de la cellule de négociation du RAID, on a l'ancien chef de la cellule de négociation du GIGN, on a une enseignante à Harvard, on a un docteur en psychologie détection du mensonge, en préparation mentale, en intelligence émotionnelle, en art oratoire. On a la chance d'avoir réuni 12 personnes d'une très grande qualité qui sont passionnées par leur sujet et qui vont au lieu... Enfin, c'est toujours très agréable de former en entreprise, mais là, on s'ouvre au plus grand nombre. Et le CPF nous donne cette opportunité, on en est extrêmement reconnaissant. Mais comme on dit, un coup de boost, on a toujours eu besoin, depuis la nuit des temps finalement, de négocier. Depuis qu'on a commencé à échanger entre hommes, entre êtres humains, il y a eu de la négociation. La négociation la plus ultime aujourd'hui, c'est celle de la cybercriminalité. Alors ça, c'est quelque chose de... On a eu des invités à plusieurs reprises sur ce plateau qui nous expliquaient que c'était des moments de tension incroyables pour les entreprises. On peut rentrer dans une négociation. Vous vous êtes penché déjà sur ce sujet-là ? On vient de lancer une offre de cybersécurité avec notre partenaire qui est Maltem Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé en IT. C'est la première solution aujourd'hui souveraine numérique en France qui apporte une réponse globale à la cybersécurité à travers une réponse qui est coordonnée, qui est d'avoir 2 armes à notre disposition, qui est la négociation avec une cellule de négociation et avec l'intervention IT. Et ces 2 armes sont coordonnées en vue de solutionner le problème pour les entreprises. Parce qu'effectivement, c'est un problème de plus en plus d'actualité. Bien sûr. Aujourd'hui, les chiffres, en 2021, l'estimation, c'est 6 000 milliards de dollars. Le coût. 6 000 milliards. Oui, en termes de c'est colossal. Et c'est que le début. C'est très intéressant parce que vous parliez tout à l'heure d'un négociateur du RAID qui vient apporter sa valeur ajoutée à vos participants. J'ai l'impression qu'on va avoir de moins en moins besoin d'hommes cagoulés avec des pistolets à la ceinture, mais de plus en plus de négociateurs qui maîtrisent l'IT. On va vers ça finalement. La criminalité, elle est sur l'IT aujourd'hui. C'est un pan qui est en train de se développer et qui est accéléré effectivement en plus avec le confinement et tout ce travail qu'on a à domicile. Mais effectivement, on va avoir de plus en plus besoin d'avoir des unités qui sont coordonnées parce que la négociation, elle a du sens, l'intervention IT, elle a du sens, mais quand on coordonne les deux, quand on a une réponse qui est globale, on sublime la réponse qu'on peut apporter. Allez, avant de nous quitter, Julien Pellabert,
un ou deux conseils, sans déflorer vos formations évidemment, mais un ou deux conseils pour ceux qui nous regardent, qui se disent « j'ai jamais été bon en négo », on l'entend souvent, « jamais été bon dans la négo ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes-là ? Déjà que la négociation, c'est pas intuitif, ça s'apprend. Et il y a des points de passage qu'on retrouve dans toute forme de négociation, quel que soit l'enjeu. On peut négocier avec son conjoint, directeur des achats, un collègue, un forcené. Ça passe par les mêmes leviers au niveau du cerveau. Déjà, la première étape, c'est que la préparation, elle permet le succès. Il faut prendre le contrôle de ses intuitions. Les intuitions ne sont jamais exactes. Et quand on y met un jugement de valeur, ça devient un préjugé. Et le passage à l'acte, c'est de la discrimination. Alors c'est un sujet RH, on entend la discrimination sur le sexe, sur la religion, mais pour des négociateurs, c'est quelle est la question que je m'interdis de poser ? Ou quelle est l'attitude que je m'interdis à cause d'une croyance limitante qui n'a aucune raison logique d'être exacte. Donc il faut se libérer, se préparer pour prendre du recul sur son intuition. La deuxième chose, c'est qu'il faut passer d'une volonté de convaincre, on l'a vu tout à l'heure, à une volonté de comprendre. C'est-à-dire il faut comprendre le référentiel de son interlocuteur, comment est-ce qu'il perçoit sa réalité et comment on peut y apporter une solution qui fait sens. Le but n'est pas que de convaincre, c'est de comprendre. Ça, c'est une phrase essentielle. Si vous voulez influencer, il faut écouter, comprendre et influencer dans un troisième. Si on avait une quatrième place, on allait nous parler de la bienveillance, puisqu'en fait, c'est très très lié d'ailleurs au sujet qu'on aura tout à l'heure dans notre débat sur la bienveillance, c'est-à-dire la capacité d'écouter l'autre pour l'engager et l'embarquer, c'est ça aussi. Et tout à fait. En négociation, il y a une phrase que j'aime pas du tout, qui est le win-win, qui en fait qui est une mauvaise compréhension. Très moche. Le win-win, c'est pas du gagnant-gagnant, c'est les travaux de Robert Axelrod au départ, qui parle de donnant-donnant et qui l'a schématisé en win-win. Et le donnant-donnant, c'est de la bienveillance. C'est donnant-donnant et c'est pas gagnant-gagnant. Et c'est de la bienveillance. Qu'on a galvaudé. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, votre passion est transmissible et passée à travers la caméra. Julien Pellabert, fondateur de l'Institut de négociation et de recherche appliquée NERA, la négo dans tous les secteurs, jusqu'à la cyber, vous venez de l'entendre, puisque vous êtes en train de développer, elle existe, cette formation pour les entreprises qui sont victimes de ces criminels. On s'intéresse au droit, parce que le droit, c'est très très important, évidemment. On va parler des obligations en matière de formation. Tiens, ça intéresse le chef d'entreprise que vous êtes, parce que vous avez des obligations de chef d'entreprise. On en parle tout de suite avec un expert juridique. Smart et Réglo. Quel plaisir de vous accueillir, Estelle Danilano, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Très heureux de vous accueillir. On parle formation. Vous avez vu la rubrique précédente, il y avait l'idée qu'il y avait le CPF qu'on pouvait récupérer. On parle beaucoup de formation sur ce plateau, évidemment. Les entreprises ont des obligations en termes de formation professionnelle, et cela avant juin 2021. Tout à fait. Tout d'abord, tout le monde ne le sait pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une date butoir au 30 juin 2021 sur deux aspects. Déjà, premièrement, les entretiens professionnels. Alors, l'entretien professionnel, c'est une obligation pour tous les employeurs de faire tous les 2 ans. C'est pas l'entretien annuel, on est d'accord. C'est pas du tout sur l'évaluation des compétences, c'est sur, au contraire, le parcours professionnel du salarié et comment on peut l'accompagner, notamment via les formations et en l'informant de tout ce qui existe sur le compte personnel de formation. Et donc on dit aux collaborateurs, pour être concret, est-ce que tu as envie de faire des formations ? De quoi tu aurais besoin ? C'est de ça dont il est question. Voilà, c'est ça. Et surtout sur son évolution, parce que à l'instant T, il est à ce poste-là. Comment il se projette dans l'avenir, comment il voit son poste et effectivement comment on peut l'accompagner. Or, cette obligation existe depuis 2014 et au bout de 6 ans, il faut faire un état des lieux, un entretien récapitulatif d'état des lieux. Donc avoir compilé tous les entretiens. Voilà, on fait un entretien d'état des lieux pour dire est-ce que vous avez bien eu vos entretiens professionnels et surtout est-ce que vous avez eu les formations en lien avec ce que vous avez demandé. Estelle, qui vérifie d'ailleurs, parce que l'entretien annuel, c'est l'entretien de négociation de salaire, on négocie son salaire la plupart du temps, on fait un point. Là, cet entretien sur la formation, qui vérifie qu'il a bien lieu ? Parce que c'est compliqué, tout le monde ne le fait pas, dit-on. C'est une très bonne question. On connaît beaucoup les inspecteurs de l'URSSAF, du travail, et il existe aussi des inspecteurs de la formation professionnelle qui sont attachés à la directe. Alors, on les connaît peu. Voilà, c'est ça. Ils sont moins nombreux, effectivement. Donc du coup, la problématique, c'est ça, c'est que la formation professionnelle, il y a beaucoup moins de sanctions. Or là, avec la nouvelle loi, on a créé justement
une sanction si l'employeur ne respecte pas ses obligations en termes d'entretien professionnel au-delà du 30 juin 2021. Donc on avait déjà reporté cette période, puisque du coup ça devait être 2020. On reporte jusqu'au 30 juin 2021 et au 1er juillet 2021, s'il n'a pas respecté ses obligations d'entretien professionnel et d'au moins une formation non obligatoire, l'employeur devra faire ce qu'on appelle un abondement correctif. Donc il doit mettre de l'argent. Exactement. Alors sur quoi? On va dire sur justement le lien avec le CPF. Puisque du coup le CPF c'est ce qui remplace le DIF. Le CPF c'est le compte personnel de formation du salarié où tout salarié et également les travailleurs indépendants, les chômeurs ont un compte personnel qui est alimenté tout au long de sa vie professionnelle par des sommes d'argent, effectivement. Donc, une année complète de vie active, une année, c'est 500 €. Voilà. Par contre, quand on est moins qualifié, quand on est au niveau BEP, ça va être 800 €. Donc, il y a plus d'argent versé sur le CPF pour des personnes qui ont on imagine qu'elles auraient besoin de formation supplémentaire. D'accord. Ou en situation de handicap, ça va être 800 €. Et ce fameux compte va être aussi alimenté par ce qu'on appelle les reliquats au DIF. À l'époque, effectivement, pas tout le monde avait utilisé son DIF. C'est vrai. Donc, on avait un temps de transition pour les transférer. Sinon, ils sont perdus. Là, on est encore dedans, là, c'est bon? Et justement, c'est la même date. Ça a été prolongé plusieurs fois, effectivement. Donc, et là, ça y est. Il faut le redire, c'est fin juin maximum 2021 pour 30 juin. Oui. 30 juin. Transférer le DIF vers le CPF. Voilà, sinon, c'est perdu. C'est facile. Alors, oui, c'est très facile. Personnellement, je l'ai fait hier. Parce que le numéro de sécu, c'est ça? Le numéro de sécu, tout le monde peut le faire. Et après, on déclare ses nombres d'heures de DIF. C'est juste qu'il faut retrouver son bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 pour avoir son nombre d'heures ou son attestation. Attendez, c'est compliqué pour des gens qui ont changé d'emploi. Il faut rappeler l'entreprise qu'on a quittée. Oui, effectivement. Alors, sinon, quand on est parti, on a eu sur le certificat de travail le nombre d'heures de DIF. Alors, c'est vrai, voilà, il faut avoir ce nombre. Et après, c'est déclaratif. On dit, il me restait 100 heures. Une heure de DIF égale 15 €. Et automatiquement, en 2 secondes, le compte est alimenté et on a une somme d'argent. Moi, j'en ai pas eu besoin puisque mon DIF était déjà clair, donc j'avais juste à le transférer. J'ai pas eu de souci de transfert. On m'a pas demandé mon bulletin de paie de 2014. Alors là, moi, hier, quand je l'ai fait, effectivement, on m'a demandé une pièce justificative. Vous voyez, mais c'est vraiment déclaratif. Des sanctions, des inspecteurs, alors qu'on connaît mal, d'ailleurs, peut-être qu'on fera une émission un jour pour parler d'eux, puisqu'on ne les connaît pas, ces inspecteurs qui viennent vérifier. Qu'est-ce que doit payer et quel est le montant? Parce que est-ce que c'est vraiment contraignant pour l'entreprise? Alors, elle abonde le DIF du chef d'entreprise, du salarié. Si effectivement il n'a pas respecté ses obligations en termes d'entretien professionnel, la grande nouveauté, c'est cette sanction pécuniaire qui est quand même de 3 000 € par salarié. Attention que pour les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Et attendez, il paye 3 000 € parce qu'il n'a pas fait les entretiens annuels, pas proposé de formation. Voilà. Alors, c'est vraiment la sanction pour ne pas avoir fait l'entretien d'état des lieux de l'entretien professionnel, effectivement, et ne pas avoir fait au moins une formation non obligatoire. D'accord. Et ça, effectivement, c'était une obligation qui existe depuis 2014, que tout le monde en parlait. Attention, faites l'entretien professionnel, faites-le. Sauf que là, on arrive maintenant au 30 juin 2021 et l'abondement correctif va rentrer en vigueur. De vous à moi, le 30 juin, c'est bientôt. Oui. Ceux qui n'ont pas réussi à le faire depuis 6 ans, ils sont de toute façon hors clou. Alors, après, la problématique, c'est que ces 3 000 € par salarié, c'est quand même de la volonté de l'employeur. C'est à lui de verser, c'est-à-dire de faire le virement à la Caisse des dépôts et consignations. Il ne le fera pas. C'est la problématique. Alors, en cas de contrôle, il va devoir le prouver. C'est une sanction qui existe. Donc, il joue avec le feu en se disant, si j'ai pas de contrôle, ça passera. Si j'ai un contrôle, je devrais payer. Exactement. Mais c'est quand même une grande nouveauté en formation professionnelle, parce que la formation professionnelle, avant, effectivement, il n'y avait aucune sanction. Il y a un petit début de quelque chose. Exactement. Et en tout cas, on apprend qu'il y a des inspecteurs qui sont dépendants de la directe, donc des préfectures, des services de direct des préfectures régionales. Absolument, le mot, c'est les DRIS. DRITS. Les DRITS, oui, ça a changé. Avant, c'était la directe. Voilà. En tout cas, ils se déplacent dans les entreprises et demandent voilà, donc, soyez vigilants et surtout, soyez vigilants, vous, salariés, évidemment, de transférer votre DIF pour ceux qui ont beaucoup d'ancienneté, pour le mettre sur le CPF. Ça aboutit à une somme qu'on voit apparaître. Tout de suite, effectivement. Et donc, après, on peut l'utiliser, bien sûr, pour une formation de façon libre. C'est vraiment personnel. Donc, l'employeur n'a pas
à interagir par rapport à ça. Donc, on choisit une formation qualifiante et on en a beaucoup parlé. On peut aussi financer le permis B. Exact. Mais dans le cadre d'un parcours professionnel quand même. Hein. Bon, Si on a un parcours et c'est assez souple. Oui, c'est vrai. Et ensuite, on a des listes d'entreprises de formation. Voilà, il faut une formation éligible. Éligible sur la liste qui est proposée. Exactement. Ça reste encore, à mon avis, à améliorer, si je peux me permettre. Tout à fait. Merci Estelle de nous avoir éclairé sur tous ces enjeux. 30 juin 2021, voilà. C'est la date butoir pour tous ces sujets de formation. Soyez vigilants, vous qui êtes chef d'entreprise de plus de 50 salariés. Merci, experte Estelle en droit social chez SVP Information Décisionnelle. C'était un plaisir de vous accueillir. On accueille dans quelques secondes les avocats ou les experts envoient des CV parfois. On va s'intéresser avec Fanny Griesmer dans la pause café, vous savez, à ces CV originaux qui dénotent et qui parfois, évidemment, tapent dans l'œil du recruteur parce qu'on se dit, tiens, ça c'est un CV qui sort de l'ordinaire. On en parle avec Fanny. Fanny, on a tous envoyé, même dans nos métiers, c'est un peu plus rare dans le journalisme, mais on envoie. Oui, vous en avez envoyé. On envoie toujours des CV, bien sûr que oui. Nos CV, c'est parfois notre visage, donc on est voilà aussi. On parle des CV et de leur originalité. Il y a des CV qui sont plats comme une limande, puis il y a des CV qui sortent du lot. Vous allez tout nous raconter. Vous voyez une annonce, c'est le job de vos rêves. Et vous avez absolument tous les atouts pour le poste, ça vous le savez. Hein. Vous savez manier Excel comme jamais, vous êtes très motivé, créatif, vous savez même jouer du tambourin. Malheureusement, une simple feuille A4 ne vous permettra pas de le prouver. Alors c'est vrai que le très classique CV, c'est une étape incontournable dans une démarche de candidature. Certains n'hésitent pas, cela dit, à faire un petit pas de côté pour se démarquer. L'objectif, vous l'aurez bien compris, c'est sortir du lot, taper dans l'œil du recruteur pour décrocher un poste, un stage, l'espoir d'un entretien d'embauche. Leur arme fatale, le CV original. Alors, original, donc le CV n'est pas mort, mais le CV original. Alors, c'est vrai que vous pensiez peut-être que le CV est suranné, has-been, mort, enterré, alors que c'est vrai que le tout numérique nous offre des possibilités bien au-delà du 24-29-7. Absolument pas. En tout cas, pas encore. Le CV reste la carte de visite professionnelle par excellence. C'est en fait ce que le recruteur voit de vous en premier. C'est aussi un premier filtre décisif, celui qui vous permettra, s'il a retenu son attention, de vous inscrire au casting de l'épisode numéro 2 du process de recrutement. Alors c'est vrai que la rédaction d'un CV peut sembler rébarbatif, mais le CV reste malgré tout incontournable et exigé par près de 90% des recruteurs tout de même, selon un récent sondage mené par Cadre Emploi. Et bien que ce ne soit pas vraiment de la grande littérature, la rédaction du CV reste un exercice délicat. Il faut être précis, concis, actualisé, attrayant. Votre CV, c'est vous, votre vie, votre œuvre, mais en format condensé. Condensé justement parce que le recruteur n'a pas le temps de regarder le CV. Visiblement non. Et vu les efforts qu'on a fait pour le faire, c'est un peu du gâchis. Et effectivement, autant être honnête, vous passez beaucoup plus de temps à le rédiger et à le mettre en forme que le recruteur, lui, ne prend de temps pour le consulter. 34 secondes, c'est le temps moyen passé par un recruteur à étudier, entre guillemets, votre CV. Résultat d'une étude menée par Tilki, une start-up spécialisée dans le tracking des documents. Donc oui, rater son CV, c'est un peu comme louper son entrée sur scène. Quelques secondes décisives pour attirer l'attention du recruteur. Donc il faut frapper vite, fort, et certains l'ont bien compris. En misant sur un CV plutôt original, bien loin, très loin du sobre CV bricolé sous Word. Sous Word, sur les formats 21-29-7 ou 24-29-7. Vous m'avez semé le doute. Oui, alors je crois que c'est 21. Ils ont 24-29-7, ça doit être la feuille canson. Voilà, c'est ça. J'ai passé quelques secondes à me demander si c'était 21-29-7. C'était pas le sujet, mais qui dit CV original dit finalement CV quoi? En utilisant les vidéos, l'image C'est ça. En fait, c'est le format totalement revu et corrigé. Ça peut être vidéo, audio, effectivement, un petit graphisme assez chiadé, une mise en page aussi aux couleurs de l'entreprise, pourquoi pas. Rien, en tout cas, n'arrête ceux qui veulent ne pas faire comme les autres. Un CV est dit original dès lors qu'il s'émancipe de la bonne vieille page Word, avec ses rubriques bien rangées. Vous voyez, expérience professionnelle, formation, centre d'intérêt. Les atouts sont nombreux. Déjà, ça peut vous permettre de sortir du lot, montrer ce que vous savez faire. Montrer également votre personnalité, une stratégie qui peut s'avérer plutôt payante à l'heure où les soft skills sont particulièrement plébiscités. Ceci dit, quelques points d'attention, l'originalité
doit être bien maîtrisé. Avant de vous lancer, et pour éviter de faire pchit, mieux vaut suivre ces quelques petits conseils. Alors, vous lettres originales, d'accord. Parce qu'on les attend, vos CV. Vous les avez, ces CV? Vraiment. Non, mais reprenez pas une idée vue maintes fois, par exemple, dans les exemples que je vous présenterai. Vous mettez l'eau à la bouche. Vous n'essayez pas non plus d'être original à tout prix. Le CV doit rester professionnel. Il doit avoir un lien avec le secteur visé, le poste visé également, les qualités aussi que l'on attend d'un candidat. Pour faire simple, on ne doit pas avoir l'impression que votre CV est arrivé chez le recruteur un petit peu par hasard. Ça semble logique, mais surtout si vous faites du son ou de la vidéo, veillez à ce que le format sous lequel est enregistré votre CV puisse être lu par tous. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le format original doit aussi ne pas desservir le fond. On doit retrouver quand même les informations essentiel, au risque de finir au terme des 34 secondes, au même stade qu'un vulgaire CV traditionnel, c'est-à-dire à la poubelle. La poubelle numérique. Numérique, oui, généralement. Sauf si vous faites un envoi papier et des poubelles physiques. Donc c'est un pari risqué. Pari, oui, totalement risqué. Globalement, même si c'est bien réalisé, ça passe ou ça casse. N'oubliez pas que vous pouvez tomber sur un recruteur conservateur. Il ne sera peut-être pas forcément sensible à votre démarche artistique. Évitez aussi peut-être dans certains secteurs. Alors c'est vrai que ça peut être plutôt payant dans des secteurs tels que la communication, la publicité, le graphisme, comptabilité, juridique, audit. Est-ce que vous nous les montrez, ces CV, un jour? Alors Fanny, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Qui ont gagné des points. Enfin, là, pour le coup, c'était un peu comme une bouteille jetée à la mer. Ils ont été mis en ligne sur des réseaux sociaux. Donc, ça a aussi permis de faire le buzz. On ne va pas se le cacher. Ils ont cassé les codes et tout en maîtrisant ce... Vous nous direz ceux qui ont marché et pas... voilà, on y va. Le premier, inspiration, série TV. Celui-ci, une jeune étudiante tourangelle qui a trouvé une alternance dans la communication et marketing grâce à ce CV original inspiré de la série Netflix Orange is the New Black. Sa publication sur le réseau LinkedIn a fait un carton, plus de 2 millions de vues. Elle a reçu plus d'une centaine d'offres. Pas mal. Inspiration presse-papier maintenant, l'été dernier. Une étudiante de 23 ans à la recherche d'un stage dans la communication sportive a littéralement épaté le web, séduit un grand nombre d'entreprises avec un CV inspiré de la maquette du journal L'Équipe. Quel boulot! Alors pas seulement une page, mais un journal tout entier, ce qui lui a permis de rassembler CV, lettres de motivation et portfolio dans un même document. Ça a dû lui prendre quelques heures, effectivement. Oui, quelques journées même. Le dernier, inspiration de marque. Un jeune diplômé d'école de commerce qui a lui choisi de postuler chez McDonald's avec un CV sous la forme du menu déroulant des bornes automatiques de commande dans la chaîne de fast-food. Motivé. 2 jours, 19h02 et 19h de Photoshop plus tard. Le résultat est assez étonnant. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Alors, aujourd'hui, il ne travaille pas effectivement aux côtés de Ronald McDonald. Je suis allée me renseigner. En revanche, il a décroché un très beau poste dans une agence de marketing. Génial. Et les 2 précédentes? Ils ont trouvé une alternance et même la suivante, enfin un stage et une alternance dans la foulée. Donc effectivement, le fait de mettre sur LinkedIn, ça a carrément ouvert. C'est pas. Donc elle est rentrée à l'équipe, cette jeune fille? Un recruteur. Non, elle est en communication sportive. En communication sportive, donc, dans son secteur. Non plus, mais dans son secteur. Oui, en tout cas, elle s'est fait remarquer. C'était un sacré boulot qu'elle a fait là, quand même, de refaire un journal. Je trouve que au moins, on saluera vos efforts. Écoutez, je vais revoir mon CV A4 avec la petite photo sur le coin gauche. On va chercher par contre l'inspiration. Ne faites pas comme les autres, on va trouver quelque chose d'autre. Ouais, la photo date de l'an 2000, il faut le préciser. Donc, si vous voulez, il faut peut-être que je réactualise un peu tout ça. Merci Fanny d'être venue nous éclairer sur les CV. Attention, danger. Soyez originaux, mais attention. Mais n'allez pas trop loin, restez. Voilà. Merci pour cet éclairage. On fait une courte pause. On s'intéresse à la bienveillance. On en parle depuis des mois, depuis que la crise Covid est venue percuter nos entreprises. Il faut être bienveillant. Ça veut dire quoi, être bienveillant? C'est le monde des bisounours, disent certains, mais ça peut être aussi une éthique, une attitude, une manière d'être, une manière d'écouter. On va en parler avec des experts, des philosophes qui se sont penchés sur cette question de la bienveillance parce que c'est aussi, et on va l'entendre, un levier de productivité, d'amélioration finalement de la rentabilité des collaborateurs. On en parle, c'est juste après cette courte pause.
Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, très heureux de vous retrouver. On parle de la bienveillance, on en parle beaucoup dans beaucoup d'articles, de journaux spécialisés, dans les échos, dans toute la presse, on parle de cette bienveillance. C'est quoi la bienveillance? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La crise Covid a replacé l'humain au centre et on nous explique que les managers suivent des formations pour être plus bienveillants. Mais c'est quoi? C'est le monde des bisounours, où on est gentil, où on est doux, où on ne s'énerve plus, où c'est un manager plus éthique, qui réfléchit, qui écoute son collaborateur et qui l'accompagne aussi, parce qu'il y a souvent une perte de sens. On se sent parfois un peu seul quand on est salarié. On en parle avec des experts, des philosophes, évidemment. Thibaut Brière, conseiller en management, vous êtes déjà venu sur notre plateau, expert des nouvelles formes de travail et philosophe, parce que vous revendiquez le fait d'avoir été un philosophe en entreprise qui est venu aider peut-être à faire un pas de côté aux dirigeants, aux organisations. Et puis ce livre, vous étiez venu en parler d'ailleurs sur ce plateau avec votre co-autrice, 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, écrit, je ne l'oublie pas, avec Caroline Del Torchio, parce que sinon elle m'en voudrait. Mathias Leboeuf, autre philosophe, je commence par les philosophes. Bah oui, journaliste, philosophe. La bienveillance est une notion longtemps ignorée des entreprises. C'est un papier que vous avez signé dans Dirigeants, qui vous développez cette notion autour de la bienveillance. Qu'est-ce qu'elle est et quelle est votre définition de la bienveillance? On va faire le point avec vous dans quelques instants. Et puis Étienne Hirschauer. Bonjour Étienne. Bonjour. Ravi de vous revoir. Merci. Vous n'étiez pas assis à la même place il y a quelques mois, mais vous revenez nous voir, directeur général d'Ecoder, membre des EDC, entreprises et dirigeants chrétiens. Oui. Je l'ai bien dit? C'est que ça. Oui, parce qu'une fois sur deux, je dis entrepreneur, et ça agace les membres des EDC. Ecoder, pour nous le dire en un mot, c'est une entreprise d'insertion, d'inclusion, Oui. de recyclage d'appareils électroniques, d'ordinateurs. Oui. Combien de salariés vous avez? 150. 150 salariés. Oui. Quand on vous dit, et on a dû vous la poser cette question, vous êtes un patron bienveillant, forcément tous les patrons disent bah, évidemment que je suis bienveillant. Tout le monde répond cela. Vous êtes un patron bienveillant? Alors, je suis interviewé, on me dit que tout le monde dit ça, donc de fait, je me dis, bon, il faut quand même que je trouve quelque chose de nouveau à dire. Non, mais je pense que c'est un chemin, en fait. Je pense que c'est un chemin. On n'est pas, moi, naturellement, en tant qu'homme, je ne suis pas spontanément et naturellement bienveillant tout le temps. Mais par contre, j'ai le souci d'aller dans ce chemin, de construire sur ce chemin, et j'ai ce souci de l'attention à chacun de mes collaborateurs. Et encore une fois, c'est un chemin. Donc, j'ai pas dit que j'étais arrivé. J'ai dit que j'ai ce souci véritable. Alors, je vais utiliser un mot en tant que chrétien, c'est une bataille avec soi-même. Convertir, ouais, exactement. On est d'accord. Et de me convertir dans la bienveillance. Donc, c'est une bataille avec vous-même, parce qu'il y a des moments où on est pris avec ses problématiques, ses problèmes perso, Exactement. et qu'on n'est pas ouvert, en fait. On n'est pas ouvert. C'est ça, la difficulté. Et juste un tout petit mot. C'est un combat de tous les jours. J'ai un exemple très précis ce matin. J'ai une personne que j'emploie moins bien. C'est-à-dire que l'entreprise a changé et lui, il n'a pas changé. Et donc, on a un conflit. Il sent bien qu'il n'est plus adapté à l'entreprise. Et donc, il faut impérativement qu'avec cet individu, je me dise comment lui rentrer dedans. Comment est-ce que je le licencie? Comment est-ce que j'échange avec lui? Comment est-ce que, etc. Enfin, on va faire d'angélisme sur ce sujet-là. C'est un truc de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous dites, j'en ai marre de ce mec-là. Il faut qu'il passe la porte. Et puis à la fois, je me dis, mais il a tellement apporté à l'entreprise. C'est ça qui a été important. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je voulais juste poser ce sujet. Là, vous avez posé là, il n'y a pas de théorie. Je me mets. Mathias Leboeuf. Là, c'est un cas très concret. C'est la personne qui va recevoir le patron va se dire bon, il va me virer, il n'a pas été bienveillant, il m'a maltraité. Et là, il y a un questionnement intérieur d'un patron qui dit, chef d'entreprise, qui dit bah, je peux pas. Enfin, comment vous le regardez ça, vous qui avez ausculté cette question? Déjà, il y a une chose, c'est que la bienveillance, ça va pas de soi. Et ça va probablement pas de soi, encore plus en entreprise. L'entreprise n'a pas vocation immédiate à être bienveillante. Et comme ça va pas... Pourquoi? Parce que, en fait... Parce que c'est pas sa destination naturelle. Déjà, comme vous le disiez, nous... on n'est pas nécessairement bienveillant tous les jours dans la rue avec dans sa vie, ouais. Donc, bon, l'entreprise n'est pas là forcément pour être bienveillante. Je pense qu'elle doit l'être par nécessité, mais naturellement, c'est pas forcément sa destination première. Et c'est justement parce que c'est pas facile qu'on a besoin de penser ça. Les philosophes, d'ailleurs, sont là pour ça. Si c'était facile, si ça allait de soi, on ne se poserait pas la question. Alors après, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que... Oui, votre définition. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai une définition de philosophe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise s'est emparée d'une
d'un concept qui est au départ plutôt un concept éthique et philosophique. Et spirituel, si je peux me permettre aussi, d'une certaine manière. Pour en faire un élément de doxa managérial. Et quand on se penche sur les ouvrages... Donc on frôle le bullshit, excusez-moi d'être un peu cash, mais on peut frôler le bullshit avec la bienveillance. C'est un peu un mot valise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Thibaut, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit les ouvrages, tous sont d'accord sur un point, le manager bienveillant, il doit être à l'écoute, premièrement. Bon, donc ok. Ça c'est une première chose. Après, alors vous avez les 5 clés pour être un bon manager bienveillant, les 8 principes pour être un bon manager bienveillant. Alors c'est quoi? C'est arriver à ne pas mettre ses employés en échec, être disponible. Il y a des tas de principes. C'est aider l'autre à bien vivre dans l'entreprise, d'une certaine façon, parce que ça rebondit sur la question du bien-être en entreprise et d'une forme d'harmonie. Mais Thibaut Brière, vous, philosophe, votre définition de la bienveillance, dans votre article, vous citez Kant, vous citez un certain nombre de philosophes, dont Kant, qui portait cette réflexion. Vous êtes d'accord, je vous ai vu être sensible à l'idée que la bienveillance qui a basculé dans l'entreprise était à l'origine une forme éthique, un positionnement éthique, spirituel, qui est un travail quotidien sur soi-même. C'est-à-dire qu'on doit tous les jours ausculter sa relation à l'autre, en fait. Oui, sa relation à l'autre, qui est elle-même fondée donc sur la relation à soi. Mais donc la bienveillance, le minimum qu'on puisse en dire, c'est que c'est d'abord rappeler l'étymologie qui est du fait que c'est vouloir le bien. Vouloir le bien, c'est pas forcément vouloir ce qui est agréable à l'autre. C'est pas forcément vouloir aussi ce que l'on désire soi-même. Et donc ça implique aussi parfois, et même tout le temps, selon moi, une confrontation des opinions. Or, aujourd'hui, ce que l'on entend de plus en plus en entreprise par bienveillance, c'est avant tout une manière doucereuse de vivre l'entreprise, donc vraiment l'entreprise bisounours, dont vous parliez tout à l'heure. Tout le monde est cool, quoi. Tout le monde est cool. Et à quoi ça se voit très concrètement? Ça se voit à la multiplication, par exemple, des formations à la communication non violente, chose excellente par ailleurs. Ça se voit à tout ce qu'on peut prôner comme attitude, justement, et essayer de transformer les salariés en gentils moutons. En gentils moutons, finalement, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de conflit, et le conflit, c'est mal. Eh bien non, le conflit, le désaccord, ça peut être extrêmement sain. Juste un exemple, ça peut être Google, ça peut être ces horizons-là, ça peut être ces boîtes-là, ça peut être ces grands groupes où on a l'impression qu'on rentre dans le monde merveilleux de l'entreprise et que c'est cool, quoi. C'est ça, c'est un peu ça? Ah oui, ça peut être ça. D'ailleurs, chez eux, ils embauchent des Chief Evangelist Officers dont le job, c'est de donner du sens, de montrer combien l'entreprise est bienveillante en interne et puis à l'extérieur. Donc la bienveillance, c'est toujours une déclaration d'autosatisfait quitte qu'on se donne à soi-même. Et parfois, on peut s'inquiéter du fait que l'entreprise revendique de plus en plus d'être soit libérée, soit humaniste, soit bienveillante. Qu'est-ce que ça cache finalement? Est-ce qu'on ne met pas le mot là où la réalité manque? Est-ce qu'on n'en parlerait pas d'autant plus qu'on le serait moins? C'est vrai. Le mot venant cacher finalement un vide sidéral ou une absence de... Vous vouliez réagir et Étienne Hirschauer? Oui, je suis globalement... Alors, je serais peut-être moins sévère, c'est-à-dire quand... Oui, ça tape dur quand même, là. Il y a un petit côté... Après, j'ai l'autre versant juste après. Bon, après, il est gentil. Donc c'est un philosophe gentil et méchant parfois. Il y a une chose intéressante, c'est que initialement, philosophiquement parlant, derrière la bienveillance, il y a aussi la notion de désintérêt. Kant dit, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est pas le seul. Dans l'entreprise, pour les entreprises, dirigeants chrétiens. Dans l'entreprise, il y a quand même une notion d'intérêt, c'est-à-dire que la notion de management bienveillante, elle n'arrive pas par hasard. C'est déjà sortir d'un type de management. Dur, brutal. Ouais, top-down. Je décide, tu exécutes. Donc on sort de ce management pour entrer dans un management un peu plus dilué. De dialogue, de discussion. Pourquoi? C'est pas par hasard. C'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça. Il y a deux raisons principales à l'émergence de ce type de management. La première, c'est que le management bienveillant, on en parle grosso modo depuis maintenant 15 ans. Depuis, ça s'est accéléré là, ces derniers mois. Ça s'est accéléré. Mais initialement, c'est parce que à ce moment-là, les jeunes millennials arrivent sur le marché du travail. Oui, j'allais évoquer c'est la première génération tout Internet. Ils sont habitués à des communications horizontales. C'est Freud, c'est le rapport au père, c'est le rapport à l'autorité qui a et là, il y a un vrai problème parce que les entreprises n'arrivent plus à recruter. Mais bien sûr. Parce que les jeunes millennials ne se retrouvent pas dans le type de rapport. C'est pas l'autorité du père des années 60 qui disait et les enfants exécutés, c'est plus ça aujourd'hui. Donc là, il faut s'adapter. Il faut. Mais vous citez comment dans ce management je vois deux dimensions en fait. Je vois la dimension de
du manager bienveillant vis-à-vis de ses salariés. Et donc l'exemple que je prenais tout à l'heure de cette personne qui n'est plus employable et de savoir comment je vais pouvoir gérer ce sujet-là, en prenant en compte que le conflit n'est pas forcément négatif pour autant, par essence, et j'entends bien ce que vous dites. Il faut l'accepter, donc. Ça, c'est la première dimension. Et puis il y a ensuite le projet de l'entreprise. Est-ce que le projet de l'entreprise, il s'inscrit dans une démarche de bienveillance ? Et je reprends ce que vous disiez sur cette histoire de recruter des millenniums, des jeunes, etc. Ouais, qui sont plus dans cette relation d'autorité, quoi. Qui de fait, en effet, c'est vrai. On tue le père, c'est le rapport au père. L'autorité, etc. Ouais. Et moi, je le ressens très très bien. Je travaille donc depuis 4 ans pour cette entreprise Ecoder, qui reconditionne du matériel informatique, et donc qui a 3 objets. Un objet d'insérer des personnes en situation d'exclusion au niveau du travail, un objet écologique de reconditionner du déchet, et un 3e objet qui est de redistribuer du matériel informatique auprès de gens qui n'ont pas les moyens de se le payer à la FNAC. Top vertu. Non, mais alors là, on coche toutes les cases. Ouais. Et ben là, on ordinateur Ecoder de très bonne qualité. Et donc, on attire tous ces millenniums. Je recrute des HEC, des polytechniques, parce que ça a du sens. Plus que jamais. Ouais. Plus que jamais. Parce que le projet de l'entreprise, il est naturellement, lorsqu'il est bienveillant, est-ce que c'est le bon terme, ou est-ce qu'il a du sens, est-ce que c'est un terme à ce moment-là plus large, plus profond, je n'en sais rien. Mais juste une question. Et je pense que les deux sont liés. Étienne, juste un mot. Tout à l'heure, on évoquait l'idée de bienveillance de base. La définition étymologique, c'est vouloir le bien, faire le bien. Mais la vraie question qui se pose à un patron, vous êtes à la tête de l'entreprise, c'est le bien pour qui ? Pour le collaborateur à qui je parle, ou du bien pour mon entreprise ? Et c'est là où ça pose problème. Voilà. Vous êtes d'accord ? Exactement. Thibaut Brière, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on veut faire du bien à celui à qui je parle, ou est-ce que je fais du bien surtout pour moi ? Oui, et la problématique, une fois encore, c'est que on est toujours bienveillant à ses propres yeux. Le malveillant, c'est toujours l'autre, c'est toujours celui qui est en désaccord avec moi. Bien sûr. Le dirigeant qui va manager, on va dire, de manière très brutale et autoritaire, mais qui néanmoins va délivrer un maximum de valeur ajoutée pour les actionnaires. Il fait le bien, et il veut le bien pour l'entreprise. Des actionnaires. Le dirigeant qui, au contraire, va privilégier, si je puis dire, va être davantage social, va privilégier le bien-être des salariés. Il fait le bien des salariés prioritairement. Donc toute la question, c'est une question de point de vue finalement. C'est la bienveillance envers qui ? Alors après, on peut se dire, dans une logique d'entreprise algorithmique, et je reviens sur ce sujet, d'entreprise algorithmique, eh bien que justement on va confier par exemple à des algorithmes le soin de calculer le point d'équilibre entre justement le bien de l'entreprise, qui serait un point d'équilibre entre le bien des différentes parties prenantes de l'entreprise. Passionnant. Et ensuite l'entreprise finalement bienveillante. Le juste milieu de la bienveillance, quoi. Oui. Et ce sera l'entreprise bienveillante, ce sera l'entreprise prévenante, celle qui va prévenir les désirs de ses salariés et qui, les prévenant, en fait, ne leur demandera pas leur avis de savoir si c'est leur bien. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit arriver avec les nudges en entreprise. C'est-à-dire qu'on va guider les salariés vers ce qui est calculé, ce qui est pressenti par quelques-uns comme étant leur intérêt, comme étant en leur disant c'est le bien pour vous. En disant c'est bon pour vous. Et on va orienter vos comportements, fût-ce à votre insu, mais dans votre intérêt. Et là, parfois, justement, la bienveillance peut se traduire de manière... La deuxième lame, un petit peu délicate. Et donc, il faut y regarder à deux fois. Délicate, manipulatrice, si je peux me permettre. Mais les plus grands patrons, si je puis dire, manipulateurs, prétendent toujours faire le bien des autres. Oui. Et ils se considèrent bienveillants, d'ailleurs. Exactement. C'est là-dessus qu'il faut faire attention. Alors, il y a une clé Étienne Hircher et Mathias Leboeuf, allez-y. Il y a une clé pour moi véritable. L'entreprise, elle a 2 missions. Elle a une mission économique et elle a une mission sociale. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et j'en parlais la dernière fois que je suis venu ici, mais j'en reparle de nouveau. Il y a un rapport à l'argent qu'il faut assumer et qu'il faut aussi être capable de dépasser. Vous aviez évoqué. Il faut être capable de dépasser. Si le seul intérêt de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent, c'est d'en faire gagner à ses actionnaires, c'est de distribuer des dividendes et c'est d'augmenter jusqu'au sommet de n'importe quoi les salaires, eh ben l'entreprise n'est plus vraiment une entreprise. Et par ailleurs, si on trouve un équilibre entre sa mission sociale et sa mission économique et financière, le juste équilibre. À ce moment-là, on a quelque chose qui peut être de nature à cultiver la bienveillance, peut-être. Voilà. Vous voulez intervenir, Mathias Leboeuf ? C'est intéressant parce qu'il y a ce rapport au bien, à l'autre ou aux actionnaires, et il y a ce juste milieu entre gagner de l'argent, parce qu'il faut vivre, il faut gagner sa vie, gagner de l'argent, et puis aussi permettre aux salariés d'être heureux. C'est quoi le juste milieu ? Parce que la bienveillance, c'est devenu un peu un mot à l'américaine, une société moderne, on est tous heureux. Oui. Et puis la grande difficulté, c'est d'arriver à voir comment le discours s'incarne. C'est-à-dire qu'il y a un discours, le discours donc du management bienveillant, très bien, qui est un levier de recrutement, qui est un levier de pérennisation aussi des... On dit même de productivité, d'ailleurs. Productivité, oui, c'est ça. Et puis après, la grande difficulté, c'est de voir comment ça s'incarne. Et là, je crois que c'est vraiment fonction du manager
et du chef d'entreprise. Parce qu'effectivement, un manager va pas se transformer tout d'un coup en Socrate, Jésus ou Bouddha, quoi. Donc il y a une vraie difficulté. Ça passe aussi par la personnalité du manager, et donc de sa formation. C'est ça. Enfin, entre guillemets, Mathias, on ne transforme pas un manager un peu bourrin, un peu agressif, un peu en une sorte de sage zen qui tout d'un coup va ouvrir son bureau en disant « Entrez, parlons, réfléchissons ensemble ». C'est pas possible. Ça, c'est la grande question. Oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait des managers boomers verticaux? Bah oui. Est-ce qu'on les il y en a plein. Voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté qui est souvent occultée en général par les manuels. L'avenir, c'est quoi? Parce qu'on se pose la question. On va sortir du Covid. On a changé nos manières de travailler, de regarder le travail. Le sens à notre travail n'est plus le même. Et donc, le sens à nos managers, notre rapport est plus le même. On va au conflit ou grâce à cette espèce d'univers un peu plus bienveillant, on va réussir à trouver un terrain d'entente? Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui se posent la question. Quand tout va redevenir normal, ça va barder, quoi. Le risque, selon moi, c'est qu'on aille effectivement vers plus de manipulation au nom de la bienveillance. Et pour revenir justement, mais ce n'est naturellement pas ce que je souhaite, pour revenir à la problématique... C'est une tendance... Oui, que je crois forte. Pour revenir à la problématique posée par Étienne au début, justement, que faire lorsqu'on doit dire des choses à quelqu'un? Oui. À tout prendre, moi je préfère le management, si je puis dire, traditionnel, où on dit les choses en face, si possible, évidemment, avec la manière, plutôt que de passer par des moyens détournés au nom de la bienveillance. Par exemple, aujourd'hui, ce qui est très en vogue, c'est par les pairs. On va essayer de dire non pas directement, soit manager, à quelqu'un quelque chose qui risquerait de le choquer, de le heurter. On va essayer de le faire dire par les collègues, au nom du management participatif, d'une société plus inclusive, où finalement, ce sont les autres qui vont faire passer les messages. C'est terrible. Et ça, je le vois arriver très fort en entreprise, au nom de... Justement, je veux préserver le collaborateur, je ne veux pas lui faire de mal. Donc, ça veut dire qu'un groupe, finalement, le groupe va s'opposer à un individu. Il va s'opposer, en tout cas, il va lui faire passer des messages, comme quoi, effectivement, il n'est peut-être pas à sa place. Et donc, parce qu'on estime que lorsque le message vient d'un père, PAIR, eh bien, c'est peut-être moins brutal, mieux accepté. Étienne Hirschauer, avant de nous quitter, il y a cette notion de bienveillance qui est une forme d'éthique, qui est une manière d'écouter, qui est une manière d'accompagner. Puis, vous le disiez dès le début, ça va boucler l'émission. Il y a des moments, un chef d'entreprise ne peut pas être que bienveillant. Il y a des moments, il doit trancher. Il fait des choix. Il décide que ce collaborateur ou cette collaboratrice ne va plus dans la ligne et donc engage une procédure, un début de conflit, puis une procédure. C'est le sujet dans lequel vous êtes embarqué, là. Exactement. Enfin, vraiment, c'est vraiment un sujet, mais c'est très... Et c'est douloureux, j'imagine. C'est très crucifiant. Enfin, c'est des nuits courtes. Hein. Enfin, il faut se remettre un tout petit peu dans un contexte où on se dit, qu'est-ce que je fais? Alors après, il y a une dernière chose qui est quelque chose de très désuet, mais pour autant, je pense qu'il compte beaucoup. Et si on était bien élevé? Si on disait merci, si on disait pardon, si on disait s'il te plaît. Ouais. Ou je suis désolé. Ou je suis... Ouais, on peut être désolé. C'est très désuet, hein, c'est très idiot. Ouais, la bienveillance, c'est de la base. Finalement, on dit que prier, c'est dire merci, pardon et s'il te plaît. Et peut-être que la bienveillance, c'est quelquefois de dire pardon, merci et s'il te plaît, et juste d'être bien élevé. Il y a un paradoxe, c'est que aussi, effectivement, la bienveillance peut être le masque d'un monde du travail qui se durcit énormément. On est, comme aujourd'hui... Vous rejoignez Thibaut Brière. Oui. On se rejoint là-dessus. Attention. Il y a de plus en plus de stress, de plus en plus de burn-out. C'est très paradoxal, le turnover des salariés est très fort. On est dans une société qui s'ubérise, donc il y a une précarité plus forte. Et on dit attention, il faut être bienveillant, quoi. C'est-à-dire que la réalité, elle est souvent pas bienveillante. Un mot qui cache une autre réalité. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que l'humain peut compenser la dureté de la réalité? C'est cette question-là aussi. En fait, pour conclure l'émission, vous êtes d'accord, c'est un travail sur nous-mêmes, tous autour de cette table. C'est un travail du quotidien. Enfin, je pense que dans vos vies personnelles, dans nos vies personnelles, on doit être habité par cette question-là. Est-ce que j'ai été bienveillant? Est-ce que j'ai trouvé le mot juste? Est-ce que j'ai blessé? Finalement, c'est ça la question qui est posée, non? Vous êtes d'accord? Précisément. C'est ça. C'est un chemin sur lequel on doit avancer humainement pour se convertir à une forme de bienveillance. Donc la bienveillance, c'est plus un cheminement qu'un moment. Enfin, c'est un chemin qu'on parcourt. Si ça peut semer d'embûches. Si ça peut permettre, c'est-à-dire si c'est un discours qui peut permettre de sortir de certaines pratiques, les humiliations, les brimades, le harcèlement. Bravo. Mieux, voilà, effectivement. Après, effectivement, la bienveillance, elle peut très vite être dévoyée et servir des fins qui ne sont pas... La bienveillance au service de qui? Parce que c'est la question que vous soulevez finalement dans ce débat. Au service de qui? Et pour moi, je conclurai juste en 2 mots. Pour moi, la bienveillance, c'est d'abord une exigence de vérité vis-à-vis de l'autre. Oser être vrai, dire les choses. Et deuxièmement, une exigence de liberté. C'est-à-dire ne pas vouloir, au nom de la bienveillance, que l'autre
veuille ce que moi je veux. Accepter que dans l'entreprise, il puisse y avoir des différences, voire des divergences, et voir dans ces divergences en même temps une source d'intelligence collective. L'entreprise a besoin de divergences. Il ne s'agit pas que tout le monde soit bienveillant uniquement envers son employeur, c'est-à-dire en présumant que par définition, l'employeur a toujours raison. L'employeur, il a aussi besoin qu'on lui dise les choses de manière à pouvoir justement mettre de l'eau dans son vin, changer d'opinion éventuellement. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce débat à la fois très concret et très philosophique sur ce qu'on est tous finalement dans nos vies personnelles et puis les risques quand même de dérapage ou de manipulation du mot bienveillance. Merci à Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail avec ce livre, les 10 clés pour télétravailler. Voilà, on voit la couverture. Merci à Mathias Leboeuf, philosophe, journaliste évidemment, à lire cet article dans le dirigeant.fr qui est un long papier sur cette question de la bienveillance. Et puis merci à Étienne Hirschauer, le DG d'Ecoder, habité par un dossier sensible qui vient de nous poser sur le bureau. On ne sait pas trop quoi en faire. On va vous laisser repartir avec cette difficulté que vous allez gérer, j'en suis sûr. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On termine par Fenêtre sur l'emploi. On connaît LinkedIn, évidemment, tout le monde connaît LinkedIn. On connaît peut-être un peu moins encore que LinkOut, qui permet à ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, à ceux qui sont sur le bord du chemin, de trouver un emploi grâce à ce réseau social. On accueille justement l'un de ses fondateurs. Fenêtre sur l'emploi. J'évoquais LinkedIn parce que évidemment, quand on va évoquer le réseau social, il y a une consonance évidente oui. avec LinkedIn. Claire Duisabo, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du réseau entourage de LinkedOut. Ouais, c'est dur à dire, chacun sa prononciation. Alors, je peux le dire un peu comme je veux. Allez-y. Alors moi je dis LinkedOut. Voilà. C'est bien, je me suis... Ouais, moi plutôt LinkedOut, il y a un petit... plus musical, mon truc. Vous avez vu, on fait un peu comme dans la publicité, on répète plein de fois le nom de la marque pour que... Racontez-moi cette aventure de LinkedOut, parce que c'est quelque chose d'assez... génial, incroyable, qui réinsère, qui prend par la main des gens sur le bord de la route. Exactement. Grâce au numérique et grâce au réseau. Alors, en fait, LinkedOut, c'est un projet de l'association Entourage, comme vous l'expliquez. Entourage, c'est une ONG qui a été créée il y a 5 ans et qui a pour mission de mobiliser les citoyens, donc vous, moi, ceux qui nous regardent, pour créer du lien social avec les plus démunis, les plus exclus, ceux qui ont tout perdu, et notamment les sans domicile. On a démarré par là. Donc, on a créé un premier outil digital, parce que nous, on croit beaucoup dans ce qu'on appelle la technologie positive. C'est votre jeunesse. Voilà. Exactement. Cette technologie qu'on a tous dans la poche, sur laquelle on passe des heures et des heures par jour, et que nous, on essaie de mettre au service de l'humain. Donc, on utilise les fonctionnalités de la technologie qui permettent de rassembler, de passer à l'échelle, de fluidifier l'info, pour la mettre au service des plus démunis. Comment on fait? Parce qu'ils n'ont pas forcément de téléphone portable, ils n'ont pas forcément d'accès à Internet. On pensait la même chose que vous avant. Donc, le premier outil qu'on a développé, ils ont les téléphones. C'est l'application Entourage. Et au début, on l'a pensé pour les voisins. Donc, c'est une application où les voisins peuvent proposer de l'aide. J'ai une paire de chaussures à donner, un duvet, je peux vous aider à faire un CV. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait énormément de smartphones dans la rue, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Et il y a même une étude qui est sortie là il y a 2 ans qui montre que 71% des personnes SDF possèdent un smartphone. Donc il y a eu un énorme bouche à oreille parmi la communauté, entre guillemets, des personnes de la rue qui se sont un peu refilé le plan pour dire mais tu sais pas quoi, voilà, il y a ce réseau où les voisins ils sont prêts à nous aider. Et nous, en fait, ce qui est important aussi à dire, c'est que dans la gouvernance de l'association, c'est hyper important de penser avec les gens et pas à leur place ou pour eux. Donc, vous leur demandez, vous travaillez avec eux sur l'utilisation de... Exactement. Donc, on a un comité de la rue. Donc, c'est un organe de l'asso qui est constitué de 8 personnes actuellement ou anciennement SDF et qui prennent part à toutes les décisions. Et donc, ce comité de la rue et leurs amis, parce que du coup, on passe pas mal de temps avec pas mal de gens en situation d'exclusion, ils nous disaient, nous, c'est pas parce qu'on est précaire qu'on sait rien faire. Autrement dit, avant, moi, j'étais informaticien, j'étais maçon. J'avais une vie. Voilà, j'avais une femme et 2 enfants. Et donc, ce qu'on constate, c'est que ce qui mène dans la rue, c'est les ruptures de liens. C'est pas seulement la pauvreté monétaire, mais c'est vraiment la pauvreté relationnelle. C'est le fait d'avoir plus personne. Exactement, sur qui compter. Un divorce, un deuil, des choses comme ça. Et donc, on s'est dit, ils nous disent qu'eux, ils ont des compétences, mais qui n'ont pas de réseau. Comment ? Nous, ce qu'on a, on a du réseau, on a tous un réseau professionnel, des milliers de contacts sur LinkedIn. Comment on fait pour partager en un clic notre réseau à ceux qui n'en ont pas ? Et on s'est dit, on va essayer de faire le réseau professionnel des exclus. Ouais, LinkedOut, ça sonne bien. On s'est dit ça. LinkedOut, ça y est, je le tiens. Voilà, vous l'avez. Et du coup, on s'est dit, on prend 15 personnes qu'on connaît de la communauté, et on les a aidés à refaire leur CV. Donc, on a repensé des CV où on insiste sur les qualités humaines.
Vous parliez tout à l'heure de bienveillance, donc ça s'inscrit complètement dans cette continuité-là. Et on n'a pas essayé de mentir sur les parcours de vie accidentés. Donc on assume complètement, on n'essaye pas de mentir aux recruteurs. Oui, c'est de gommer au Tipex les 4 ans de galère. Non, on le dit. Et on dit aux recruteurs, on fait appel à votre fibre solidaire. Et nous, l'argument qu'on donne au DRH, c'est de dire, c'est exceptionnel. Vous pouvez jouer votre rôle d'entreprise vraiment sociale. Vous faites sortir un homme de la rue. En embauchant quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, donc LinkedOut a bien grossi. Au début, on l'avait essayé avec 15 personnes. Alors, là il y a eu des centaines de partages, des dizaines de milliers de commentaires et tout ça. Et sur les 15, il y en a 11 qui ont retrouvé un emploi. Donc on était hyper encouragés par ce résultat. CDD CDD et CDI, la majorité en CDI. D'accord. Et donc là, on a construit... Ce qui dit emploi dit logement, excusez-moi. Exactement. Parce que, en fait, qui dit emploi dit... un salaire à la fin du mois. Oui, donc pouvoir se loger. Et surtout, en fait, c'est dans la tête que ça change. Ça veut dire qu'on a une utilité sociale, qu'on reprend confiance en soi, qu'on a une dignité, qu'on a des collègues. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que l'emploi, c'est aussi un lieu de socialisation. On le voit avec le télétravail, évidemment, et le drame de la solitude des salariés. Exactement. Donc, c'est des hommes qui sont sortis de la rue, qui ont pu retrouver un logement, et que vous suivez, bien sûr, et qui reprennent une vie normale, là, aujourd'hui. Exactement. Une vie, Donc, ça, c'était au début. On a vraiment fait ça avec les personnes qui avaient connu des parcours de rue. Aujourd'hui, LinkedOut, on essaye, notre objectif, c'est d'ici 2022, remettre 500 candidats à l'emploi. Donc, on ne s'adresse pas seulement aux personnes de la rue, mais aux très grands exclus. Ça peut être des mères célibataires très précarisées, par exemple. Ça peut être des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Vous savez, il y a pas mal de jeunes orphelins, du coup, qui arrivent à 18 ans sans réseau, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'aide. Voilà, donc aujourd'hui, on a un peu essayé d'élargir cette cible-là. Et la chance incroyable qu'on a eue l'année dernière, c'est qu'on a eu un... Voilà, on va le voir. Je trouve ça génial, l'aventure du bateau et du Vendée Globe. Exactement. On va le voir, le bateau, parce qu'en plus, c'est vraiment un bateau de compétition. Link-out sur la coque et sur la voile. Exactement. Et là, il est arrivé combien, votre bateau? Alors, 6e. On a joué les premières places pendant toute la course. On a été 2e ou 3e, et à la fin, on est arrivé 6e. 6e, d'accord. Du Vendée Globe, on est d'accord. Du Vendée Globe, ouais, de la course mythique. C'est la question qu'on se posait. Voilà. On voit qu'il a des foils en plus. Donc, il a des foils. Alors, il a cassé un de ses foils pendant la course, mais on avait un super skipper, Thomas Ruyant, qui a été exceptionnel. Ce qui est génial aussi, c'est que ça a apporté une dimension de rêve dans une période complètement morose où tout le monde avait un peu le moral dans les chaussettes. Et pour les candidats, ça les a vraiment mobilisés. Certains ont bossé sur le Vendée Globe, non? Il y a eu des... Alors, on les a emmenés très régulièrement à Lorient et au Sable d'Olonne pour le lancement. Et justement, là, on est en train de parler sur pourquoi pas effectivement créer des postes sur les chantiers navals, on ne sait pas. Là, avant de nous quitter, vous avez combien de postes à pourvoir? Comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Comment ça se passe si quelqu'un dit, mais moi je cherche quelqu'un, j'ai envie de l'aider, comment on fait là? Rien de plus simple. Donc, on a justement créé cette plateforme www.linkedout.fr sur laquelle on a mis en ligne des CV. Donc vous pouvez aller sur le site et vous voyez du coup les CV de gens avec leurs compétences informatiques, BTP, voilà. Vous pouvez leur proposer une offre de poste directement. Il faut savoir que chaque candidat a un binôme, un coach qui l'accompagne pendant toute la durée de sa recherche d'emploi. Tutoré et emmené. Exactement. Et pas seulement quand il trouve un job. Une fois qu'il est en poste, parce que pour nous, ce qui est important, c'est pas la première semaine, c'est les 100 premiers jours, les 1000 premiers jours. C'est ça qui compte. C'est vraiment changer durablement. Qui s'inscrivent. On a des super belles histoires de personnes qui s'en sont sorties. Je pense à Eric, je pense à Dany, je pense à plein de gens. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui ont construit leur projet d'entreprise autour de LinkedOut en disant, moi, je ne vais embaucher que des candidats LinkedOut et faire une entreprise sociale. C'est génial ce que vous faites, vraiment. Voilà. C'est formidable. Donc, www.linkedout.fr. Les recruteurs peuvent proposer un emploi. Et puis, pour le grand public, vous pouvez, en un clic, partager ces CV-là sur vos réseaux et ainsi donner de la visibilité et provoquer le bouche à oreille qui vont aboutir à des opportunités d'emploi. Voilà, c'est aussi une forme de bienveillance et d'éthique aussi que d'aller tendre la main à ces salariés, de ceux qui sont dans la rue mais qui ont été des salariés, parfois des informaticiens, des agriculteurs, des gens du BTP. Des gens qui ont beaucoup été en première ligne aussi pendant la crise, c'est ça qui... Évidemment. Voilà. Donc ils sont indispensables. Merci pour votre passion, Claire Duisabeau, avec ce bateau-là qui a vogué autour du monde avec votre marque LinkedOut. Ça y est, je l'ai très bien dit. On termine là-dessus. Merci. On va terminer là-dessus. C'est une bonne note. Merci Claire. Merci à Fanny Gressner. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc. Merci à Justine au son. Merci à Pauline Gratel et à Valentin pour l'accueil invité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour en direct. Je serai là demain, évidemment. Ne manquez pas notre rendez-vous. Réagissez. Continuez à réagir sur tous les réseaux sociaux. Cela va sans dire. Bye bye. À demain.